Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Gasquet. Anthony, il est coach, il est formateur, il est superviseur de coach. Il anime une commission à l'EMCC qui propose des contenus à ses adhérents. Et ça a été la première invitation que j'ai reçue à propos de Chères Erreurs. Donc je t'en remercie encore beaucoup. Tu es particulièrement intéressé par la neurodiversité et c'est un des sujets sur lesquels tu accompagnes des personnes, notamment en coaching. Et cet intérêt est d'autant plus fort chez toi que tu es toi-même un profil atypique. Toi, j'ai aussi appris que dans ta jeunesse, mais il paraît que c'était dans ta jeunesse, tu étais pilote automobile. Bonjour Cécile, oui, tu as très très bien résumé. Merci pour l'invitation et puis pour cette présentation qui me semble vraiment très très complète. Merci. Anthony, je suis super contente de te recevoir au micro de Chères Erreurs parce que tu écris toutes les semaines sur LinkedIn des chroniques de coaching qui sont d'une finesse absolue et je recommande à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Chères Erreurs de s'abonner à cette lettre qui, je crois, s'appelle Connaître en 2 mots et qui est vraiment un bijou de lecture. C'est rapide, c'est fin, c'est très très bien documenté. Je trouve que ça va toujours chercher à la fois la connaissance du lecteur et son émotion. C'est vraiment un des très très rares contenus dont je me régale sur LinkedIn toutes les semaines. Merci beaucoup Cécile, mais tu me mets un petit peu la pression là du coup, hein. Parce que, Ah ben parce que après je vais être attendu hein, sur la continuité de mon écriture et d'essayer voilà de trouver, c'est pas toujours évident d'ailleurs hein, de trouver des sujets, ouais. des axes de réflexion qui soient pertinents, intéressants. Donc je me creuse la tête toutes les semaines, mais bon, je vais continuer. Je prends aussi ça comme une forme d'encouragement. Donc merci Cécile. Alors, c'en est un. Anthony, c'est quoi ton super pouvoir? Pour tout te dire, j'ai un peu anticipé la question parce que je me suis permis de t'écouter, pardon, sur les précédents épisodes et la question est intéressante. Et en même temps, pas qu'elle me dérange, mais elle me questionne un peu parce que moi, je suis vraiment très attaché à la posture basse que l'on a en coaching. C'est peut-être même ce qui m'a fait amener jusqu'au coaching. Et j'ai un peu de mal en fait à me dire que j'ai un super pouvoir. Alors peut-être quand même pour répondre à la question, je dirais que mon super pouvoir, c'est peut-être d'essayer d'aider les autres à trouver leur propre super pouvoir. Voilà, je me reconnais plus dans cette formulation-là, en fait. Et alors, quelle est la chronique que tu as choisie? Alors, j'ai choisi, parmi beaucoup de chroniques qui me parlaient, évidemment, mais j'ai choisi la chronique J'ai mal anticipé les réactions à mes publications sur les réseaux sociaux. Ah ben ça va parler à plein de monde. Je crois bien. Alors, avant de te demander ce qui t'a interpellé dans cette chronique, je rappelle très très rapidement celle que j'ai mise dans le bouquin. C'était pendant ma formation de coach en Angleterre. Il y avait eu une séquence en plénière qui m'avait beaucoup beaucoup marqué. Et j'en avais fait un petit texte, tout à l'enthousiasme de ce que j'avais appris. Voilà, j'écris mon petit texte, etc. Et je l'envoie à la personne qui avait partager ce témoignage-là en plénière pour lui dire, voilà, vraiment merci beaucoup pour tout ce que j'ai appris et j'aimerais savoir si tu m'autoriserais à en faire un post sur LinkedIn et voilà le texte que je me propose de publier. Pas de réponse. Je me dis, bon, elle n'a pas envie, tant pis, je laisse tomber l'affaire. Et puis, 3 mois après, module d'après, je la recroise et elle me dit, ah, j'ai oublié de te répondre. Écoute, j'ai un peu hésité, mais après tout, ton texte est très bien, publie-le. Ce que je fais. Et puis, l'après-midi se passe, le dîner se passe, le petit-déj se passe, etc. Et on redémarre la deuxième journée de formation en grand groupe. Et là, en plénière, une tierce personne, donc pas du tout la personne dont j'avais publié le témoignage, mais quelqu'un d'autre dans le groupe, prend la parole en disant, oui, j'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux, je croyais qu'on était dans une enceinte confidentielle, qu'est-ce que c'est que cette affaire, etc. Je me sens trahie, et la nana se met à pleurer, ça fait un pataquès épouvantable. Et alors moi, je me sens mais dévastée d'avoir produit un effet pareil parce que c'était vraiment pas du tout mon intention. Ça fait un pataquès qui dure 2 jours, tout le monde y met son grain de sel, etc. Enfin, un truc vraiment très désagréable jusqu'au moment où je finis par demander mais quelle serait la règle acceptable pour le groupe? Et la règle sur laquelle le groupe se met d'accord est exactement celle que je me suis imposée un peu sans trop y réfléchir. Et voyant ça, je dis, bah, mon poste n'a enfreint aucune des règles que vous venez d'édicter, donc tout va bien. Et donc,
Tout est bien qui finit bien. Mais vraiment, ce que j'ai mesuré pendant cet épisode vraiment très désagréable, c'est que je ne suis pas maître de la manière dont les gens réagissent sur les réseaux sociaux. Je peux avoir demandé l'autorisation à la personne que je cite, etc., ce qui me paraissait être une bonne pratique suffisante. Et en fait, il y a tout un tas de gens autour qui ont été témoins ou qui considèrent qu'ils ont un droit de réagir et de réagir absolument comme bon leur semble. Et c'est absolument hors de mon contrôle. Et ça, vraiment, ça a été un apprentissage à la fois très cuisant, mais qui m'a beaucoup, beaucoup structuré ensuite ma politique de publication. Donc là, je vais arrêter là. Et puis, je vais te passer le micro à toi. Je te vois hocher la tête. Pourquoi tu nous racontes, toi, tes expériences et pourquoi est-ce que cette chronique en particulier t'a interpellé, Anthony? Alors, bah, dès le titre, en fait, ça m'a parlé. Avant que je la lise, cette chronique, je me suis dit, là, ça va parler un petit peu de moi. Et je ne me suis pas trompé en la lisant. Effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ça, c'est le décalage, en fait, entre l'intention, finalement, que l'on donne à un texte, à une publication, et la vie qu'il va prendre, en fait, une fois publié, commenté, liké, ou pas commenté, pas liké, d'accord? D'ailleurs, ça peut arriver aussi. C'est ce décalage en fait que j'ai constaté parfois de manière un petit peu cuisante, je vais dire, à mes débuts sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus je suis pas trop à l'aise à l'origine avec les réseaux sociaux. Donc il y a eu un apprentissage très progressif de ce mode de communication-là. Et alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à ce propos? Alors, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je me suis lancé principalement sur LinkedIn quand j'ai commencé à vouloir me lancer en tant que coach. Donc, on devait être en 2019 par là. Avant, j'étais pas du tout sur LinkedIn, assez peu sur les réseaux sociaux, et bah, j'ai commencé à vouloir écrire sur quelque chose qui me passionnait, sur le coaching, sur la neurodiversité. Et de temps en temps, mais de manière assez régulière, je prenais en fait un peu des critiques sur ce que j'écrivais, sur ce que je partageais, alors que je le faisais vraiment de manière très, très innocente et vraiment dans le partage. J'avais pas vraiment d'intention commerciale ou quoi que ce soit. Mais je prenais des critiques parfois sur le coaching, parce que peut-être qu'il y a quelques années encore, c'était pas bien connu, peut-être aussi le coaching, en tout cas dans mon réseau tout neuf que je me créais sur LinkedIn. Et puis aussi sur la neurodiversité, parce qu'on était un peu dans une période où il y avait un peu un effet de mode aussi qui était apparu, et certains y voyaient cette association coaching neurodiversité comme un peu une récupération en fait très commerciale de ce sujet-là en fait, et c'était vraiment pas mon intention. Ça m'a heurté sincèrement, et ça m'a beaucoup déstabilisé. Puis même pendant un moment, j'ai plus écrit finalement même sur la neurodiversité, et j'étais vraiment sur des grandes généralités qui parlaient finalement à personne. Et donc il y a eu un long travail d'apprentissage, je pense. Et alors, quel écho est-ce que ça fait à ta pratique? Après réflexion, je me suis aperçu que surtout dans mes premières publications, que j'essayais peut-être avant tout, c'était de convaincre que j'avais une expertise, que je pouvais faire du coaching, que les sujets autour de la neurodiversité me parlaient. Donc je faisais peut-être des posts aussi un petit peu techniques, très sourcés, mais un peu académiques, finalement qui me correspondaient pas non plus totalement, mais je sentais que dans ma posture et dans ma façon de communiquer, je voulais prouver quelque chose. Et ce que j'ai appris de ça, c'est que aujourd'hui, en fait, je publie plus vraiment pour convaincre. Je publie plus pour contribuer, pour partager. Si ça parle à certains, tant mieux. Si ça ne parle pas à d'autres, tant pis, c'est pas grave. Il faut de tout, bien évidemment. Mais je pense que j'ai amené petit à petit cette nuance, en fait, dans ma façon d'écrire, et ça a nourri aussi ma pratique, je pense. Les réactions que tu reçois, comment est-ce qu'elles ont évolué? Les réactions aujourd'hui, elles ont évolué de manière plutôt positive. Alors peut-être que les détracteurs se sont peu à peu écartés aussi naturellement de mon réseau, je ne sais pas. Mais je crois que ce qui a peut-être fait la différence, c'est que à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je parle avant tout de moi, pas dans le sens porté sur l'ego ou quoi que ce soit, mais de mes expériences, voilà, de mon vécu et de mon regard, parce que je me disais, ben voilà, c'est ma vision des choses, on peut la partager ou pas la partager, mais elle est authentique, c'est la mienne, je peux pas y déroger, c'est comme ça que je vois les choses, parfois peut-être aussi dans l'erreur, ça n'empêche pas, mais voilà, c'est la mienne. Et à partir de là, je me suis réapproprié un petit peu plus, effectivement, mes contenus, je les ai modelés par rapport à ma vision. Alors, j'aime toujours les sourcer,
citer, amener des références, des choses comme ça, parce que bon, on se refait pas totalement. Mais j'essaie voilà, d'ancrer ça dans ma façon de voir les choses. Et globalement, depuis que je fais ça, je sens que l'adhésion à ce que j'écris est plus chaleureuse, on va dire ça comme ça. Et comment est-ce que tu réagis quand un poste ne reçoit pas, ou une publication, quelle qu'elle soit, hein, ne reçoit pas l'accueil que tu attendais? Je me dis que c'est pas très grave en fait. Mais ça, je me le dis aujourd'hui. Avant, je me le disais différemment. Et sincèrement, ça a été difficile parce que voilà, j'ai ce côté peut-être un peu hypersensible aussi. Tu es peut-être toujours un peu en attente d'adhésion, de gens qui se reconnaissent dans ce que tu écris, reconnaissent un sujet sur lequel tu t'exprimes, mais qui parle aussi un petit peu d'eux. Donc, quand c'était pas forcément le cas, ça me touchait émotionnellement. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant un moment, j'ai plus du tout écrit sur la neurodiversité ou même j'écrivais assez peu sur LinkedIn. Mais bon, voilà, après, j'aime tellement écrire aussi que c'est quand même revenu et je me suis dit non, faut pas que je reste là-dessus. Et c'est peut-être aussi l'apprentissage que j'ai fait de ce long chemin de réflexion dans ma posture, dans ma façon d'écrire, c'est ouais, d'aller chercher en moi ce qui me singularisait aussi dans ma façon d'écrire et d'amener les sujets. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe plutôt mieux en tout cas. Dans les coachs que tu formes ou que tu supervises, c'est quoi les questions ou les difficultés qui reviennent, tu vois, autour de la publication sur les réseaux sociaux? Ça peut être assez souvent ce dévoilement de soi, en fait. C'est parler de soi. Je trouve que c'est souvent un sujet. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait sur les réseaux sociaux de temps en temps, parce que je suis aussi concerné pardon, par la neurodiversité. Et en même temps, c'est aussi un coût, malgré tout. C'est pas si facile que ça, malgré tout, hein, de parler de soi, de choses intimes, de son mode de fonctionnement. Mais en même temps, c'est aussi accorder une autorisation peut-être aux autres. Si on se l'accorde à soi-même, bah, peut-être c'est plus facile aussi à dire aux autres, voilà, vous pouvez aussi y aller si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Et donc, les personnes que je croise et qui sont concernées par un sujet autour de la neurodiversité, il y a souvent cette question, voilà, est-ce que je dois en parler, est-ce que je dois pas en parler, comment je peux me protéger de ça éventuellement, est-ce que je dois mettre des masques en société pour mieux me faire accepter. Ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent, mais ça a un coût. Donc, il y a souvent ces sujets, en fait, qui reviennent. Ça m'interpelle beaucoup, tu vois, ce que tu dis. Plein d'échos aussi par rapport aux sujets qui me sont un peu apportés en supervision, tu vois, sur le thème des publications sur LinkedIn. Il y a un sujet qui revient. Comment est-ce que je fais, moi, en tant que coach, pour prouver ma valeur ou pour prouver la valeur que j'apporte à travers des cas clients, tout en anonymisant, tout en parlant de mes vrais clients, etc., etc. Alors, c'est moi maintenant, mais il y a eu toute une période de belles histoires de coaching dans lesquelles le héros, c'était le coach et le client, c'était quand même, ou la cliente, c'était le faire-valoir. Le tout anonymisé de manière parfois un peu approximative. Et j'ai plusieurs fois eu des supervisés arrivant catastrophés en supervision en disant je me suis fait taper sur les doigts par mon client ou par ma cliente. Il y avait vraiment ce côté-là pour prouver ta valeur. Et donc ça, je trouve que ça se rapproche beaucoup aussi de ce que tu disais autour de écrire pour convaincre. Je pense que beaucoup de ces histoires avaient pour intention de convaincre de la valeur apportée par les coachs. Et je pense que dans un certain nombre de cas, ça a pu se retourner de manière assez cuisante, hein, contre leurs auteurs de très très bonnes intentions. Je suis vraiment avec toi dans le côté écrire pour partager et pas pour convaincre. Ça, c'est le premier écho que ça fait. Le deuxième écho, c'était parler de soi pour autoriser. Et je vois effectivement la ligne entre parler de soi et s'exhiber et partager des expériences pour justement autoriser les autres à faire les mêmes. La ligne est très très fine. La ligne Oui, est vraiment fine et je trouve que on voit beaucoup de choses de part et d'autre de la ligne sur LinkedIn aujourd'hui. Ce qui fait que d'une certaine manière, en parlant de soi, tu as plein de gens qui mettent des masques pour parler d'eux parce qu'il faut parler de soi de manière authentique, mais quand même, il faut donner envie. Donc, je trouve que enfin, il y a plein d'injonctions qui sont très contradictoires dans tout ça, hein. Mm. Comment tu vis ça, toi? Je le vis aussi sur LinkedIn de deux façons en fait, parce que c'est vrai qu'il y a sur LinkedIn la partie visible, c'est-à-dire bah, voilà, nos posts, nos commentaires que l'on reçoit, cette vitrine un peu publique où parfois c'est vrai qu'il peut y avoir des masques qui se mettent en forme avec les personnes avec lesquelles on interagit.
Mais il y a aussi, et peut-être ça, c'est le côté peut-être plus positif de LinkedIn, il y a le côté caché, en fait, c'est tous les messages privés. Et parfois, je reçois des messages en privé, du coup, de gens qui m'expliquent que ce qu'ils ont pu lire à travers une de mes publications, ça leur a parlé, que le fait que je parle de mes particularités, ils disent, tiens, ça m'a fait plaisir de le lire, moi, j'arrive pas vraiment encore à en parler, à le dire. Et donc, il y a souvent cette partie presque plus authentique et plus vraie, presque sans masque, qui se déroule un peu à côté, comme ça, sur LinkedIn. Et donc, j'ai souvent des échanges beaucoup plus directs avec plein de gens, sans qu'il y ait encore une fois d'ambition commerciale. Voilà, je ne sais pas de leur vendre quoi que ce soit. Mais en fait, tous ces échanges aussi m'enrichissent. En fait, moi, j'adore écouter justement les gens me parler de leurs particularités, de la façon dont ils les vivent, comment ils réagissent aussi en société, voilà, de manière plus globale, ou en entreprise, quand ils doivent soit expliquer leurs particularités ou bien au contraire la cacher. Ça nourrit finalement toutes ces nuances qui sont hyper riches et moi qui me plaisent beaucoup, hein. Ce que tu es en train de dire au fond, c'est que toi, tu utilises LinkedIn vraiment pas à titre commercial, mais pour créer des connexions avec des gens. Tu sais pas qui, tu sais pas comment ça va revenir, si c'est sous forme de commentaires, si c'est sous forme de messages privés. Ce que tu cherches, c'est pas le volume. En revanche, il y a des connexions qui se créent, tu entends des choses, tu nourris ta pratique et ce sont ces connexions-là qui finalement enrichissent et ta pratique, ta notoriété au fond, hein, en tant que coach, en tant que formateur et en tant que superviseur. Est-ce que j'ai bien compris? Tu as bien compris. Après, je suis parti aussi du principe que le côté très commercial, un petit peu presque agressif, ça fait pas partie de moi. J'avoue que j'ai un peu testé de temps en temps pour faire un peu comme les autres, à dire vrai, mais ça me parlait pas. J'étais pas à l'aise avec ça, et donc je me suis dit non. Finalement, bah c'est pas pour moi. Tant pis, tant pis. Voilà, j'ai lu des trucs à ce sujet, comment bien se vendre, faire des appels à l'action, etc., etc. Mais ça me vient pas. Donc, bah voilà, j'essaie d'être le plus authentique effectivement possible, de partager des choses et de me nourrir effectivement, sincèrement, hein, des commentaires finalement qu'on m'amène. Je suis ouvert aussi à la critique, hein, bien évidemment. Elle peut être très constructive d'ailleurs, donc ça, il faut pas hésiter, avec bienveillance, mais il faut pas hésiter. Mais bien sûr, ça m'a nourri, ça continue à me nourrir. Et puis même le travail d'écriture, je trouve, c'est quelque chose aussi qui est un vrai travail au-delà de partager quelque chose. C'est un travail aussi personnel et qui me fait travailler aussi Oui. ma posture en tant que Oui. coach. Et ça, tu vois, c'est encore un écho hein, qui résonne très, très fort. Pour moi, vraiment, Chères Erreurs, ça a été une école de formation en soi. Le fait d'aller rechercher ces souvenirs qui étaient plus ou moins bien digérés et de les écrire. Et dans l'écriture et dans l'analyse et dans l'introspection rétrospective que ça demandait, j'ai appris des millions de choses. Et après ça, dans la publication, il y a des connexions qui se sont créées, qui ont été d'une force incroyable. Parce qu'effectivement, le retour principal que j'ai reçu, ça a été, mais tu m'autorises. Tu Mm. m'autorises, tu dédramatises, j'ai moins honte, je me sens moins nulle, je me sens moins con. J'en rêvais, mais ça a dépassé toutes mes espérances en fait. Oui, et puis bah, c'est aligné avec ce que j'ai pensé déjà quand je te suivais pardon, sur LinkedIn, quand tu écrivais déjà les chroniques, hein, Chères Erreurs, avant la publication du livre. J'ai trouvé effectivement un écho libératoire, vraiment, dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'exercer aussi le métier de coach, où on a souvent ces injonctions où il faut être performant, il faut avoir toujours la bonne question au bon moment, toujours avoir un cadre impeccable. Alors bon, on essaie bien sûr au mieux de le faire, mais dans la vraie vie, il y a toujours parfois ces moments où on bascule sur quelque chose qui est peut-être pas hyper bien aligné, mais en même temps, c'est ce qui fait que ce métier, c'est aussi un beau métier, c'est un métier vivant. C'est un métier humain finalement, et avoir aussi cette autorisation de le dire, qu'on apprend peut-être encore plus de ses erreurs que de ses réussites. Je trouvais que ça faisait du bien. Est-ce que c'est une bonne manière de résumer, toi, tes enseignements par rapport à ta pratique de la publication, qui est de dire finalement, j'écris pour partager, pas pour convaincre. Si je parle de moi et de mes particularités, de mes expériences, c'est pour autoriser les autres. Mhm. Et j'écris pour écrire parce que j'apprends dans le geste d'écriture. C'est parfait, ça me parle effectivement, ouais, c'est ça. Mais pour arriver à ça, ça a été un long cheminement, effectivement, Oui. de doutes, de remise en question,
de moments où je n'écrivais plus, Ouais. où j'en faisais trop ou pas assez, où voilà, j'avais un style Ouais. trop académique, un peu lourd. Et bon, voilà, il y a toute cette nuance qui s'est mise en place au fil du temps. Donc oui, aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est marrant parce que au tout début, quand tu m'as dit que je te mettais la pression, tu sais, pour continuer, ça, c'est quelque chose, tu vois, que je me suis toujours autorisée, c'est à arrêter d'écrire pendant quelques semaines ou quelques mois plutôt que d'écrire pour ne rien dire. Quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Si le rendez-vous de la publication devient vraiment une corvée et que je suis là à me traîner devant mon écran, pour avoir quelque chose à écrire, alors c'est que c'est plus le moment d'écrire et que si moi je m'ennuie à ce point à écrire, alors mes lecteurs vont s'ennuyer autant que moi et ils me délaisseront au moins autant que si j'arrête d'écrire. C'est une autorisation que je me suis donnée assez rapidement et je suis très heureuse de me l'être donnée. Oui, ah oui, complètement. Oui, oui. Et puis pour moi, en tout cas, l'écriture, c'est aussi un plaisir, le plaisir de trouver des sujets, de comment je vais les amener, de faire quelques petites recherches pour voilà, citer des références. Si j'ai plus ce plaisir, effectivement, je m'autoriserai aussi à arrêter de publier, ce qui a été le cas pendant certaines périodes. Donc, ça rejoint le côté authentique, en fait. Faut, je pense, rester aligné avec ce qu'on a envie de proposer, comment on a envie de le proposer, avec cette intention de partage et pas une forme d'obligation, finalement. Je suis sûre qu'il y a plein de coachs qui vont être très heureuses et très heureux d'entendre quelqu'un d'aussi, à la fois d'aussi érudit, d'aussi chevronné, d'aussi expérimenté que toi de partager cette pratique qui reste une pratique très artisanale et très personnelle, qui me paraît difficile d'industrialiser si on veut intéresser un public si modeste soit-il. Si on a envie, je crois, de partager des choses, il faut s'y autoriser à le faire, en fait, et le faire avec authenticité. Peut-être mettre de côté toutes ces injonctions, enfin, en tout cas, qui, moi, me parlent pas. Faut formater de cette façon sa publication, il faut avoir un côté commercial, il faut ci, il faut ça. Je pense que ce qui plaît aux gens, c'est que chacun aussi a son identité dans son écriture, Ouais. dans son authenticité, et donc quelque chose d'un peu formaté. Je crois que c'est dommage, en fait. Ça masque le vrai message et le vrai sens du partage dans l'écrit. Voilà, si on a cette envie de partager, il faut y aller, je pense, mais de manière authentique. Tiens, il y a une question que j'ai oublié de te poser. Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent en te disant, j'ai lu vos posts sur LinkedIn et c'est avec vous que j'ai envie de bosser? Oui, oui, c'est peut-être même le plus souvent le cas. Il y a beaucoup de gens, effectivement, aujourd'hui qui me contactent et d'ailleurs, ça m'a souvent étonné parce que, encore une fois, je pense que dans la plupart, en tout cas, de mes posts, il n'y a pas de portée vraiment commerciale. Voilà, je pas vraiment de vendre quelque chose, même si bah, le métier de coach nécessite aussi de se montrer, de montrer ce dont on peut être capable de faire. Mais oui, le plus souvent, c'est des échos. Des phrases même, des mots même parfois qui ont parlé à certaines personnes et que j'avais même pas imaginé que ça pouvait leur parler à ce point, qui me disent, bah, voilà, là il y a un truc qui me parle dans ce que vous avez écrit et bah, j'aimerais bien travailler avec vous. J'ai exactement la même expérience. Tu vois, aujourd'hui, la quasi-totalité de mes supervisés me viennent par LinkedIn. Alors, c'est pas des centaines. À mon échelle, c'est tout à fait significatif, malgré hein, la baisse des statistiques, etc., dont tout le monde se plaint sur LinkedIn. Mais moi, j'observe que plus ce que j'écris est dénué d'intention commerciale et plus finalement je partage. En gros, mon créneau à moi, c'est la vraie vie. Voilà, sans phare et sans chichi. Quand j'ai une intention commerciale, ça fait flop. Et puis quand je partage simplement pour partager, il y a des gens qui me disent, vous représentez quelque chose ou tu représentes quelque chose, moi qui me parle et donc j'ai envie de travailler avec toi. Et donc l'écho avec ton expérience à toi est vraiment très, très direct. Oui, c'est vraiment aujourd'hui très, très probant, effectivement, cette façon de venir à moi le plus souvent par LinkedIn par rapport à ce que j'ai pu écrire. Ça continue à m'étonner, vraiment, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'écho de ce que l'on écrit, on ne le maîtrise pas toujours. Parfois, je porte beaucoup d'espoir dans certaines publications, en me disant, tiens, ça, je pense que ça va parler à pas mal de monde, je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions. Alors, des fois, c'est le cas, puis des fois, moins. Et puis des fois, il y a des publications presque qui passent presque
de façon un peu anonyme, mais j'ai un contact, vraiment un lien très précieux avec quelqu'un qui se fait sur ma messagerie et qui peut-être qui m'amène à l'accompagner sur tel ou tel sujet, mais parfois pas non plus. Mais en tout cas, il y a un vrai lien, une vraie connexion qui se fait. Et finalement, c'est là où je me trouve le mieux, dans ce lien qui se crée à partir de quelques mots que j'ai pu mettre sur mon ordinateur. Comme quoi, je pense qu'il y a vraiment encore sur cette plateforme, quoi qu'on en pense et quels que soient ses travers, la possibilité de se faire connaître sans être un vendeur ou une vendeuse euh, de grands talents, ce qui, je crois, n'est ni ton cas ni le mien. Mm. Et que ça reste un canal d'acquisition de notoriété et d'acquisition de clientèle et d'entretien aussi d'entretien de relations avec ces anciens clients que je trouve extrêmement précieux, pourvu qu'on ne fasse pas voilà, de la retape extrêmement désagréable pour tout le monde. Tout à fait, ouais, exactement. Ça reste mon canal de communication préféré et à ma grande surprise d'ailleurs, parce que bon, j'ai découvert LinkedIn presque en découvrant le coaching. Je communique essentiellement sur LinkedIn, très peu quasiment pas sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai nourri un petit attachement aujourd'hui avec LinkedIn, avec voilà, ces partages que je peux y faire. Est-ce que pour terminer cet entretien, il te viendrait à l'idée une référence, une lecture, un film, une musique, un paysage, une expérience qui pourrait illustrer notre conversation d'aujourd'hui? Alors, je pense à un livre de science-fiction qui s'appelle Des fleurs pour Algernon, qui a été écrit par Daniel Case. Ce livre, alors je l'ai lu il y a quelques temps quand même, et il m'a beaucoup marqué. En quelques mots, le héros de l'histoire au départ est quelqu'un qui a une déficience mentale. On se moque beaucoup de lui, il a une vie vraiment difficile, et puis il va subir une expérience en fait avec des scientifiques qui vont lui donner finalement une super intelligence. Et donc, il va développer une forte intelligence, mais à côté, il va toujours garder le côté émotionnel, une certaine immaturité un peu affective. Et donc, il va y avoir ce décalage qui va se nourrir de sa façon d'être. Et toute la symbolique du livre, c'est que, en fait, son intelligence, sa grande intelligence qu'il a acquis par cette expérience scientifique, elle va petit à petit décroître. Plus elle va décroître et plus il va revenir à la personne qu'il était au départ de l'expérience, et plus finalement il va retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Et donc on pourrait croire au début du bouquin, je ne vends pas toutes les subtilités du livre, hein, si on veut le lire, mais on pourrait croire que ça va être une libération d'acquérir cette super intelligence pour ce personnage. Et en fait, ça va lui amener beaucoup de difficultés relationnelles. Et quand il va revenir à finalement une situation qu'il avait connue auparavant avec peut-être une intelligence moindre, mais quelque chose de plus aligné au niveau émotionnel, il va retrouver de l'apaisement, ce qu'il avait perdu avec l'intelligence. Et donc, je trouve que c'est plein de paradoxes en tout cas. C'est plein de paradoxes et à tort ou à raison, ça me provoque une sorte de parallèle entre le mirage de écrire avec l'intelligence artificielle pour écrire plus, pour écrire mieux, pour écrire plus ciblé, pour écrire plus ceci, plus efficace, plus machin. Et qu'au fond, au fond du fond, ce qu'on cherche, nous, c'est des petits posts écrits à la main. Et, et quand on en trouve enfin, on est même drôlement content de le lire. C'est vrai, Le, le parallèle est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'ai pas pu m'empêcher de le faire. tu as raison, tu as raison. Anthony, merci infiniment pour cet entretien et qui j'espère sera utile pour les coachs qui ont envie ou qui ont peur ou qui en ont marre ou qui ne savent pas comment s'exprimer sur LinkedIn, parce que c'est pas une science exacte, mais on a partagé nos expériences et nous espérons qu'elles vous seront utiles. Merci beaucoup, Cécile, avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles, si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt.